Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes livres préférés. Donc c'est la partie 2 de cette série. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 œuvres en particulier qui ont toutes un point commun. C'est-à-dire qu'elles sont en fait intervenues à des moments marquants de ma vie, des moments très précis. Et c'est pourquoi je tiens à vous parler de ces œuvres aujourd'hui. Je tiens également à vous dire que j'ai beaucoup lu ces derniers temps et qu'en fait j'ai eu un immense coup de cœur pour un chef-d'œuvre de la littérature, à savoir Madame Bovary de Flaubert, et j'aimerais en faire une vidéo spéciale en fait dédiée à ce livre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis c'est parti pour cette vidéo qui j'espère vous intéressera. Alors le premier livre que je tiens à vous présenter s'avère être l'une des œuvres phares de Milan Kundera, à savoir L'insoutenable légèreté de l'être. Alors ce livre il est intervenu un moment phare de ma vie puisque c'est l'un de mes cadeaux d'anniversaire d'il y a quelques années déjà. Et en fait ce fut tout de suite une belle surprise. Donc j'ai eu ce pressentiment que ce livre allait m'interpeller d'une façon ou d'une autre. Tout d'abord de par l'oxymore et de par le paradoxe même du titre. Et étant moi-même l'allégorie du paradoxe, l'allégorie de la contradiction, je me suis dit pourquoi pas, et puis je ne me suis pas trompée puisque aujourd'hui je vous le présente tout de même comme l'un de mes livres préférés. Alors qu'en est-il de l'intrigue? Eh bien en fait l'intrigue elle se déroule à Prague où l'on va suivre Thomas qui est un personnage unique en son genre puisqu'il prône en fait le concept d'amitié érotique comme il se plaît à le dire en fait pour justifier ses multiples aventures charnelles et amoureuses. Puis un jour en fait Thomas il va faire la rencontre de Teresa qui va s'attacher à lui d'une manière très forte et ils vont finir par se marier, ce qui ne l'empêchera toutefois pas de la tromper à maintes reprises en fait, et notamment avec l'une de ses amies, Sabina. Alors l'intrigue est assez vaste si je puis dire, donc je ne peux pas non plus me permettre de tout vous raconter, mais on est dans un contexte historique particulier puisque l'on se situe dans le printemps de Prague. Et en fait les événements vont faire en sorte que Thomas va se retrouver laveur de carreaux. Et puis il ne va pas cesser toutefois de tromper sa compagne, il va se passer beaucoup de temps, beaucoup de choses, et puis un jour ils vont tous les deux se retirer à la campagne et Thomas va enfin se complaire dans cet amour simple. Alors au vu de ce résumé, on pourrait aisément penser en fait que ce roman est un énième roman qui va nous conter une romance un peu banale, mais en fait ce n'est pas du tout le cas puisque ce roman est réellement un pur délice en tant que lectrice, en tant que lecteur, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord par l'intrigue qui en fait et en réalité n'est pas du tout traitée de manière superficielle. Les personnages sont profonds au niveau de la psychologie. On a également une culture historique qui est assez intéressante je trouve. Puis surtout on a énormément de questionnements et de réflexions philosophiques qui parcourent l'œuvre et qui nous parcourent ensuite qu'on le veuille ou non. Alors tout juste pour vous donner un ordre d'idée en fait, dès la première phrase Nietzsche est cité, et puis les deux premiers chapitres du roman peuvent même en fait s'apparenter à un traité de philosophie. Alors à mon humble avis, je crois que la force de Milan Kundera c'est de parvenir à poser des mots sur nos sensations les plus intimes, sur celles que l'on peut qualifier, que l'on peut penser être inexprimables en fait. Et à l'image du titre, l'écrivain va nous inviter à interroger les dualités, donc par exemple âme-corps, légèreté, pesanteur, et je trouve qu'en fait il y parvient avec justesse à travers une construction sans faille de ses personnages. Il arrive en fait à retranscrire ses réflexions et en fait à leur donner vie et à faire en sorte que l'on puisse s'y identifier et se reconnaître dans ses personnages, dans ses questionnements et dans cette certaine introspection en fait. S'il y avait un message à retenir de ce livre, je pense que ce serait de vivre et de réellement commencer à vivre, puisque en fait il est important de prendre conscience selon l'auteur que cette vie elle est unique et qu'il est inutile en fait de réfléchir et de se dire mais quelle aurait été ma vie si j'avais pris des chemins différents, puisqu'en fait la vie c'est maintenant. Et en fait ça me fait légèrement sourire parce que j'ai écrit le script de cette vidéo il y a quelques semaines déjà. Et en fait j'avais exactement besoin d'entendre ces phrases et c'est le signe que je dois relire ce livre et également que vous devez lire ce livre absolument. Pour parvenir à se délester de ces poids, de ces regrets qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie maintenant, il convient de prendre la vie avec une certaine
légèreté en fait. Et donc je tenais à vous lire un extrait d'une postface de François Ricard qui nous dit « Je ne connais pas d'œuvre littéraire qui aille plus loin, qui pousse plus avant l'art de la désillusion et qui dévoile à ce point la tromperie essentielle dont se nourrissent nos vies et nos pensées. C'est une de ces constantes que de mettre à nu, à travers l'existence et les réflexions de ces personnages, l'insignifiance et la parfaite bouffonnerie du monde. » Alors voilà, je termine ici pour la présentation de l'insoutenable légèreté de l'être. Mais qu'attendez-vous pour le lire parce que franchement, il le vaut le détour, je vous l'assure. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou non. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, franchement, faites-moi ce plaisir d'aller lire ce livre. Vraiment, il va bouleverser votre existence. Vraiment. Alors ensuite, c'était évident, mais je ne pouvais pas en fait parler de mes romans préférés sans citer Albert Camus. Puisque si vous me connaissez un minimum, vraiment juste un chouïa, vous savez à quel point j'aime Albert Camus en fait. En fait j'aime tellement cet homme, que ce soit pour ses engagements, que ce soit pour son humanité, que ce soit pour ses œuvres, pour son talent littéraire, également pour son parcours journalistique, puisque d'ailleurs j'ai assisté à un atelier sur Albert Camus récemment au Festival du Livre à Metz et c'est juste passionnant. Enfin vraiment je trouve que cet homme me passionne. Je sais pas comment l'expliquer mais j'ai l'impression que en fait je me retrouve en lui, mais j'ai l'impression qu'il existe en moi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme avec Sylvia Plath. Il y a quelque chose de transcendant en fait. Alors j'aurais pu citer tellement d'œuvres, mais aujourd'hui je viens vous parler de L'étranger, donc d'Albert Camus. Alors il faut savoir que c'était ma première rencontre avec l'auteur et surtout je l'ai étudié durant mes années lycée et c'est vraiment le premier livre où je me suis dit ah oui là c'est passionnant, là le cours est passionnant, enfin vraiment il m'a passionnée et je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir pu l'étudier et d'ailleurs je suis tombée dessus au bac, à l'oral, donc c'est un signe je pense, c'est un signe. Je suis totalement certaine que la majorité d'entre vous connaissent déjà L'étranger, tout d'abord parce que c'est une œuvre qui a été récompensée par le prix Nobel, mais également parce que cette œuvre en fait débute sur une phrase qui est très très connue et qui c'est vrai ne nous laisse pas de marbre, donc je vais vous la citer. Aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Alors en effet, le ton donc, de l'Incipit annonce le ton général de l'œuvre puisque elle est imprégnée du thème de l'absurde qui d'ailleurs est propre à Camus. En fait, au niveau de l'intrigue, on va suivre Meursault, donc le personnage principal qui va en fait au commencement du livre enterrer sa mère. Et ce qui va nous marquer, c'est l'indifférence du personnage, c'est le fait que voilà, il soit plutôt froid par rapport à cet événement, ce qui ne nous semble pas... Enfin, c'est pas ce qu'on attend en fait d'une personne lorsqu'elle vient de perdre sa mère en général dans notre société et dans notre monde actuel. Dès le lendemain, il reprend le cours de sa vie de manière tout à fait normale. Il va rencontrer une femme qui s'appelle Marie, dont il va tomber amoureux. Et je me rappelle que moi à cette époque, ce qui m'avait vraiment perturbée en fait, c'était le fait que, d'autant plus que je suis de nature en fait très empathique, et bien c'était le fait que ils vivent tout mais de façon un peu robotique, comme si vraiment il était justement étranger à lui-même, puisque en fait il est dénué d'empathie. Et c'est vrai que c'est tellement choquant de voir ça en fait, mais en même temps c'est quelque chose qui m'avait extrêmement accroché à ce personnage. Il va rencontrer d'autres personnages, comme par exemple Raymond, qui est un proxénète qui souhaite se venger d'une fille. Mais le moment en fait central du roman, ça va être ce moment où Meursault va se retrouver sur la plage avec un soleil brûlant, avec une température où vraiment il fait extrêmement chaud, et il va se retrouver face au frère de la fille avec qui Raymond, dont je viens de vous parler, lors de cette rencontre, il a par hasard un pistolet sous la main et en fait il tire. Et il n'y a pas de motivation réelle en fait, si ce n'est le fait que voilà, il fait chaud, il y a le soleil brûlant, il est ébloui
Et puis ensuite la seconde partie du roman va se focaliser sur son procès, sur sa condamnation à mort et son exécution. On verra également qu'il va se trouver assénant en fait de 1001 reproches. Alors en somme, qu'est-ce qui nous marque dans ce roman? Qu'est-ce qui nous accroche? Et bien tout d'abord on peut souligner que le roman est écrit à la première personne du singulier. Ce qui est un bon point si je puis dire, puisqu'en fait lorsqu'on écrit à la première personne il y a davantage de facilité à s'identifier au personnage, et puis le personnage parle dans un vocabulaire qui nous est accessible, ce qui fait que voilà, on peut s'identifier davantage et se dire qu'en fait tout ce que Meursault, j'allais dire ressentir, mais du coup ça ne va pas trop dans le contexte, mais tout ce que Meursault pense, on pourrait nous-mêmes en fait le penser. Et donc pourquoi je ne pouvais pas parler du fait que Meursault ressent? Et bien c'est parce que justement Meursault ne ressent pas vraiment, Meursault est dépourvu d'empathie, il ne pense qu'à lui en fait, il parle des choses des autres avec distance et même de ceux qui lui sont proches, comme par exemple avec sa mère dès le début du roman. En fait Meursault c'est un pur observateur. Et justement, durant ce roman, eh bien, Camus, en fait, il va nous proposer de nous mettre à la place de ce personnage et donc d'adopter un regard critique sur le monde qui nous entoure, sur les personnes qui nous entourent. Et je trouve que c'est vraiment réussi de manière brillante, puisqu'en fait, au tout début, Camus fait en sorte que l'on se mette à la place de Meursault avec divers procédés, dont certains que j'ai cités au préalable. Donc, à travers Meursault, en fait, on va remarquer le jeu auquel beaucoup de personnes se prêtent. On va remarquer les mensonges, on va remarquer l'hypocrisie, pardon. On va remarquer la futilité terrible en fait de certains gestes, de certaines discussions, de certaines relations. Et puis en fait, eh bien, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est que rien n'a d'importance. Et, euh, et je me rappelle qu'en fait, ça m'avait tellement choquée parce que je suis vraiment à l'opposé, je crois, de Meursault. Et le fait de pouvoir avoir l'opportunité à travers ce roman de me mettre à la place d'une personne qui pense comme Meursault, c'est vraiment une révélation en un sens, c'est un choc brutal. Donc depuis le début, je vous dis, voilà, moi je me reconnais pas dans Meursault, c'est pour ça que c'était un choc, etc. Mais est-ce que je ne vous mens pas et est-ce que je ne me mens pas à moi-même surtout, puisque le jeu de Camus ici, c'est surtout de nous faire culpabiliser parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, consciemment ou non, on retrouve des similitudes en nous avec Meursault. Et c'est là en fait tout le jeu et toute la mécanique que Camus met en place dans ce roman, et je trouve que ça c'est merveilleux, c'est juste vraiment merveilleux. Et puis concernant la seconde partie, on va davantage se focaliser sur la question de la peine de mort, de la justice et des lacunes qu'il peut y avoir au sein même de la justice justement. Et donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien on peut retenir que à travers ce roman fictif, Camus nous pousse à nous interroger sur la société qui nous entoure et sur le fait que notre société est absurde et vide de sens, et que cela en va de même pour les conventions, pour les institutions, pour les normes en général. Alors toutefois, attention, parce que voilà, on pourrait penser que après avoir lu ce livre, on va se dire voilà, tout est absurde, puisque Meursault a fait, bah voilà, de toute façon tout est absurde, donc rien n'a de sens, donc on s'en fout, mais c'est pas du tout l'attitude en fait à avoir, puisque en fait on va se rendre compte de la gravité des faits, et justement Camus critique, et critiquait d'ailleurs, critiquait toutes celles et ceux qui demeurent en fait bloqués dans un certain nihilisme, puisqu'en fait la morale à retenir, c'est qu'il convient de dépasser cet état nihiliste et nous-mêmes en fait de pouvoir créer et donner du sens à notre société, puisque comme je le dis très souvent, on fait la société. Donc si on se dit voilà, rien n'a de sens, etc., et bien autant nous-mêmes y conférer du sens et essayer de redonner un certain élan positif et plutôt optimiste à notre société. Donc voilà, pour moi ce livre reste et restera donc une énorme claque, puisque que ce soit par la forme et par le contenu, ce roman m'a bousculée, et c'est le fait de se dire est-ce que moi aussi le soleil m'aveugle, et de ne pas en fait se reposer sur nos acquis, sur ce que l'on croit savoir,
sur ce que l'on peut qualifier d'absurde et de toujours se remettre en question. Et j'aime tellement les livres et les romans qui me poussent en fait dans mes retranchements, qui me poussent à me remettre en question et en quelque sorte devenir une meilleure personne. Et une fois de plus, je salue le talent de Camus, puisque je pense que il y a quand même, il est quand même nécessaire en fait d'avoir fait un travail immense, et puis il y a quand même un génie, une once de génie indéniable dans le fait d'avoir pu construire un tel personnage et puis d'avoir donné vie à un tel personnage et à un tel monument de la littérature. Donc si vous ne l'avez pas lu et si vous voulez commencer et si vous voulez découvrir Camus, eh bien commencez par l'étranger, parce que ce livre vous marquera vraiment, 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 vraiment. J'aime ce livre. Alors ensuite je tiens à vous parler d'un livre très très court que j'ai à portée de main cette fois-ci, à savoir Les Lettres à un jeune poète de Rilke, qui coûte 2 € en fait. Vous pouvez donc vous le procurer très facilement, mais qui à mes yeux vraiment vaut tout l'or du monde. D'ailleurs je l'ai trouvé dans ma librairie fétiche, c'était vraiment par hasard, et à l'heure d'aujourd'hui c'est devenu en fait l'un de ces livres que je me dois de relire obligatoirement une fois par an en fait, à chaque fois. En fait c'est comme un petit rendez-vous sentimental annuel où j'ai toujours quelque chose à apprendre, à retirer de ces lettres. Donc vraiment, à mes yeux c'est vraiment vraiment un petit trésor qui est contenu dans un livre très court, mais qui vraiment est empli de leçons, de poésie. D'ailleurs moi-même qui écris de la poésie, imaginez à quel point ce livre peut me toucher en fait. Alors Lettres à un jeune poète, ce sont 10 lettres qui ont été écrites par l'auteur entre 1903 et 1908. Elles sont en fait adressées à un jeune homme qu'il ne connaissait pas en fait, mais qui a sollicité ses conseils. Alors à première vue en fait on pourrait penser que l'auteur était déjà d'un âge mûr, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il les a écrits lorsqu'il avait 28 ans. Mais c'est extrêmement jeune, parce que je vous assure que lorsque vous lisez ces lettres, que vous prenez conscience de la teneur de toutes ces lettres, de la beauté, de la maturité. Enfin vraiment j'ai eu l'impression de lire une personne qui avait déjà toute une vie derrière elle, alors qu'en fait c'était tout simplement un homme de 28 ans. Je trouve ça mais incroyable. Alors ce livre a été publié à titre posthume, et étant donné que ce sont des lettres, ça va être difficile pour moi d'en faire un résumé, donc je vais tout d'abord vous dire que ces lettres sont tout bonnement éblouissantes et lumineuses. Et je pense sincèrement que ces lettres ont le pouvoir de parler à tout le monde, quelle que soit en fait notre proximité et notre rapport à la poésie en elle-même, puisque ces lettres, de par leur beauté, de par leur magie, parviennent à nous saisir, si je puis dire, à nous transpercer, à nous parler. En fait, c'est comme si, à travers ces mots, il parlait de nos propres vies à nous en fait. C'est vraiment un réel voyage intérieur, donc on va nous parler de la solitude, on va nous parler d'amour, on va nous parler de création littéraire, ce qui m'a tout particulièrement intéressée. On va également nous parler des questionnements inhérents à l'existence. Et en fait, à mes yeux, chaque mot, chaque phrase en fait semblait m'être destinée, mais à chaque relecture il y a un sens différent qui s'éveille, il y a un sens différent qui se révèle également. Je joue sur les mots si vous avez remarqué. Et donc voilà, en fait à chaque lecture tout résonne différemment, et c'est vraiment une symphonie. Vraiment, si je devais décrire ce livre, je dirais que c'est une symphonie. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une symphonie, et c'est vraiment un livre qui nous parle à même le corps. C'est-à-dire que quand je lis ces lettres, je peux vous dire que vraiment, en moi, mais au sens propre du terme, il se passe quelque chose. C'est vraiment un livre qui me... Je sais pas comment l'expliquer, parce que c'est... Il y a certains livres, en fait, on peut pas en parler, le vocabulaire est trop étriqué. Et je pense que, en fait, ce livre, il ne se lit pas seulement, il ne s'exprime pas seulement, c'est-à-dire que je peux pas vous en parler parfaitement, puisqu'en fait il se vit. C'est vraiment un livre qui se vit. Ces lettres, c'est un peu une leçon de vie. Merci à Franz Capus, sans qui nous n'aurions jamais eu ces merveilleuses lettres. Et je tiens à vous lire en fait une citation de Stefan Zweig, qui justement disait: de tout cela,
Aucun n'a peut-être mené une existence plus silencieuse, plus mystérieuse et invisible que Rilke. Rilke était difficile à atteindre. Il n'avait pas de maison, pas d'adresse où on eût pu aller quérir, pas de foyer, pas de demeure permanente, pas d'emploi. Toujours il était en route à travers le monde et personne, pas même lui, ne savait d'avance de quel côté il tournerait ses pas. Par son âme sensible et impressionnable à l'excès, toute décision arrêtée, tout projet et toute annonce était déjà une charge. Franchement, je trouve que c'est extrêmement beau. Et en fait, ça m'a extrêmement touchée parce que j'ai été infiniment touchée par l'âme qui exalte de Rilke dans ses lettres. Le fait que Stefan Zweig en parle comme ça m'a extrêmement touchée. Donc voilà, si je prends les lettres au hasard, je peux vous dire par exemple un passage que j'avais souligné. Là, il n'y a point de mesure temporelle. Une année ne compte pas et 10 ans ne sont rien. Être artiste signifie ne point calculer ni compter, mûrir comme l'arbre, qui ne fait pas monter sa sève plus vite qu'elle ne va, et se dresse avec confiance au milieu des tempêtes du printemps, sans avoir peur que ne vienne aucun été. Il viendra. Mais il ne viendra que pour ceux qui sont patients, qui sont là comme s'ils avaient l'éternité devant eux, dans l'insouciance de son calme et de son immensité. Je l'apprends tous les jours, je l'apprends dans la douleur, à qui j'en ai la gratitude, la patience et tout. Ça, c'est une belle leçon de vie quand même. Une très belle leçon de vie, et il y a extrêmement de passages en fait que je pourrais vous lire. En fait, j'ai souligné quasiment des pages entières. Ne sont dangereuses et mauvaises que les tristesses qu'on promène dans le monde pour que le bruit couvre leur voix. Comme les maladies que l'on traite superficiellement, déraisonnablement, elles ne font que reculer pour n'être que plus terribles, lorsque, après une petite pause, elles refont irruption. Elles s'amassent au-dedans, et elles sont de la vie non vécue, dédaignée, perdue, dont on peut mourir. Et vous voyez, je suis retombée là-dessus par hasard, si je puis dire, et c'est exactement les mots que j'avais besoin d'entendre. Alors si vous avez 2 € sous la main, si vous voulez vivre un voyage littéraire hors norme, à travers les mots de Rilke, eh bien n'hésitez pas, et vraiment c'est d'une douceur extrême et je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Surtout pendant l'été, je trouve que c'est parfait en fait, vraiment. Alors pour finir, je tiens à vous parler des Faux monnayeurs d'André Gide qui, une fois de plus, est l'une des œuvres que j'ai étudiées au lycée et qui est restée, puisque ce fut ma porte d'entrée dans l'œuvre intégrale de Gide. Puisqu'ensuite j'ai continué avec la symphonie, pastorale, les nourritures terrestres, mais les Faux monnayeurs c'était vraiment un coup de cœur encore une fois. Et d'ailleurs on a également lu avec le journal des Faux monnayeurs. Voilà. Alors je vais être honnête avec vous, à mes yeux, les Faux monnayeurs en fait c'est soit on adore, soit on accroche direct, soit on déteste. Et de mon côté, eh bien tout simplement j'ai adoré, donc bon, c'est pas sans raison que c'est un classique à mes yeux, donc pour diverses raisons que je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, Gide va réinventer les codes de la littérature et ça c'est vraiment le point important lorsque l'on s'apprête, le point important à connaître en fait lorsqu'on s'apprête à lire cette œuvre, puisque on va retrouver en fait une multiplicité de narrations. Mais alors quand je dis une multiplicité de narrations, c'est vraiment qu'il y en a beaucoup. Je sais que ça peut faire peur, mais je vais vous en parler davantage ensuite, puisqu'en fait tout est très très bien ficelé. On va donc avoir une multiplicité donc de personnages, ce qui va en fait laisser régner une ambiguïté très forte parce que ces personnages sont assez contradictoires, assez complexes. Par hasard, ou plutôt devrais-je dire un hasard qui n'est pas réellement du hasard en fait, tous les personnages vont se retrouver liés d'une manière ou d'une autre. Ce qui va donc, comme j'ai dit précédemment, créer un tas d'histoires. Donc par exemple, si je vous cite quelques personnages comme ça au hasard, on va avoir Bernard qui va apprendre que c'est un enfant bâtard et que son père n'est pas réellement son père, il va fuguer et se réfugier chez un autre personnage. Ensuite on a Olivier qui est un jeune écrivain et qui va entretenir une relation assez particulière, assez étrange avec Robert de Passavant. Puis ensuite on va retrouver Édouard qui justement est un romancier qui est en train d'écrire un roman qui s'intitule justement
les faux-monnayeurs et qui va recruter justement Bernard dont je vous ai parlé au début en tant que... Alors je m'arrêterai là quant à la description des personnages parce que sinon voilà on n'en a pas fini. Mais je voulais préciser que malgré le fait que ça puisse paraître brouillon parce que trop, c'est pas du tout le cas. Puisqu'en fait le roman est réellement bien ficelé, bien structuré en fait. Le vocabulaire est riche, l'écriture est élégante. En fait tout est vraiment bien imbriqué. Ce qui peut également être très intéressant à soulever, c'est que Gide va vraiment faire énormément de références littéraires, ce qui peut nous paraître logique puisqu'en fait les personnages gravitent dans le monde du livre, dans le monde de la culture littéraire. Et en fait, en lisant ce livre et en y réfléchissant bien, c'est comme si Gide, à travers ce roman, nous parlait de lui-même. Et donc, ce qui fait la particularité de ce roman, c'est que c'est le roman d'un roman. Donc on est en fait en présence d'une mise en abîme et ce qu'on appellerait plutôt un procédé donc d'auto-référence, et ça va nous permettre en fait de suivre le processus de la rédaction du roman des faux-monnayeurs. Donc Gide va se mettre lui-même en scène dans les personnages, et ce qui m'avait marqué également, c'est que parfois on ne peut plus réellement faire la différence entre l'auteur, donc Gide, et les personnages en eux-mêmes qui parlent. Et en particulier Édouard qui donc est le romancier qui est en train d'écrire les faux-monnayeurs. Et donc comme Gide l'avait dit, son but en fait c'était de dépeindre la réalité, mais attention, de dépeindre la réalité d'une manière stylisée, ce qu'il réussit vraiment à merveille. On va inverser le roman et la réalité, on va mélanger en fait lecteur, personnage, on va tout inverser, en fait il y a vraiment un mélange qui se crée, ce qui fait qu'en fait le roman devient la réalité, devient notre réalité. Donc voilà, en somme c'est vraiment un roman qui tout d'abord nous offre une réflexion très intéressante, très pointue sur justement le processus d'écriture d'un roman, et on remarquera d'ailleurs que les 2 derniers livres que je suis en train de vous présenter, que je vous ai présentés avec les lettres, un jeune poète parle du processus de création littéraire. Mais je dirais qu'au-delà de tout ça, ça peut également aussi être vécu comme un roman d'apprentissage, et c'est peut-être pour cela qu'il m'a touchée, puisqu'on va également quand même suivre des adolescents qui vont se diriger vers l'âge adulte, qui vont voyager, qui vont découvrir l'amour, les passions, qui vont découvrir de nouvelles personnes et qui vont se remettre en question, et je trouve que c'est toujours très intéressant. En tout cas à l'âge où je l'ai lu, c'était vraiment très touchant, et j'adore en fait me plonger dans ces histoires, dans ces tourments. Et donc voilà, j'arrive à la conclusion de cette vidéo parce que j'ai l'impression que je parle toujours trop, mais je ne sais pas faire court, c'est peut-être l'un de mes défauts. Je ne sais pas, mais voilà, j'espère avoir pu vous donner l'envie de lire l'un de ces 4 livres en particulier. En tout cas, n'hésitez pas une fois de plus à me dire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, et puis à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me donner des conseils si vous en avez, des recommandations de lecture, pourquoi pas. Et moi je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous souhaite de faire de bonnes lectures.